Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Alias. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Daddy! Uncle Dixon! Isabelle! Vous êtes devant votre écran de télévision, dans votre bureau. Nous sommes en mai 2006. Vous lancez le DVD, un DVD que vous avez reçu ce matin par Airmail depuis les États-Unis. Ah ouais, je sais, ça jette. Le titre de l'épisode que vous avez regardé, c'est All the Time in the World. Après 42 minutes, la scène se déroule près de l'océan, où un couple et leur enfant reçoivent un ami. Après dîner, tous les personnages vont se promener sur la plage. Fondu au noir, inscription en anglais, merci pour ces 5 incroyables années. Une fin apaisée et lumineuse. Vous ne pouvez pas vous empêcher de laisser échapper à la fois un léger soupir de soulagement et une petite larme. Ça y est, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à faire le dernier doublage en français. C'est la fin d'un projet que vous avez materné depuis plus de 5 ans, quasiment jour pour jour. 5 ans auparavant, vous êtes un ou une responsable d'une chaîne de télévision. Ah ben là voilà, tout de suite, ça claque. Et ça vous explique pourquoi, quand vous êtes dans votre bureau, vous regardez la télé. C'est vous qui, au sein de votre groupe audiovisuel, avez pour tâche de trouver, de sélectionner et d'acquérir les programmes étrangers qui conviendront à vos canaux de diffusion. Bon, d'autres termes, vous achetez des séries américaines. Voilà. Bon, américaines et anglaises, mais enfin, vous achetez des séries américaines. Mais surtout américaines parce que ce sont elles qui marchent le mieux et qui sont les plus efficaces. Alors, vos amis croient que votre métier consiste à mater plein de séries au fond de votre canapé et de voir leur audience aux États-Unis pour se dire que celle-ci, elle cartonne sur les femmes de 18 à 34 ans, donc vous allez acheter pour la France. Eh ben non, pas du tout. Parce que les séries, vous les achetez avant même qu'elles n'existent. Et toc. C'est en plein décalage horaire que vous débarquez le samedi 19 mai 2001, précis, à Los Angeles, pour participer comme chaque année au International Screenings. C'est un festival? Alors non, pas réellement. C'est réservé aux seuls acheteurs et surtout pas aux journalistes. Ils sont persona non grata. C'est plutôt un marché. Chacun des grands studios producteurs de séries va vous convier à venir voir en intégralité les épisodes pilotes qui ont été pris, validés et retenus par les grandes chaînes américaines et qui vont donc donner naissance à des séries la saison prochaine. Toute cette semaine, vous allez voir des studios, les Paramount, Universal, Warner, Lionsgate, 20th Century ou Sony Pictures, parce que ce sont eux qui produisent pour NBC, ABC, Showtime, TNT et voire même maintenant Netflix. Ce sont les studios producteurs qui détiennent les droits sur ces nouvelles séries et qui peuvent donc vous les vendre pour votre territoire, la France. Et ils le font pour votre diffuseur gratuit, payant ou plateforme SVOD, enfin voilà quoi, en fonction. Et vous vendre leurs séries, c'est absolument crucial pour eux. Capital. Bon, ils vous le disent pas clairement, mais vous le savez, parce que vous êtes un professionnel. Ouais, parce que avant l'avènement des plateformes qui achètent les droits pour le monde entier, en 2001, il fallait absolument décrocher des ventes majeures en Angleterre, en Allemagne ou en France ou dans d'autres pays de ce type pour boucler les budgets. Et oui, parce que le diffuseur américain, lui, il paye pas tout. Sa participation à une série s'élève grosso modo à 70% du budget. Donc, quand chaque épisode d'une série américaine coûte quelques, 2-3 millions de dollars, vous faites un peu le calcul, vous multipliez ça par 22 et vous comprenez facilement pourquoi votre achat est très important et pourquoi on ne veut pas que le déficit se creuse. Donc, c'est pour cela que tous les ans, on déroule le tapis rouge pour vous. On vous réserve des déjeuners de luxe, on vous offre des t-shirts, des sacs, des goodies. On vous fait venir dans les studios pour vous en mettre plein la vue. On en veut, non pas à vous, mais à votre argent. Voilà, on veut votre pognon. L'espoir, c'est que quelques jours après votre passage, vous commandiez ferme la nouvelle série dont vous avez vu le pilote. Et uniquement le pilote. Rien de plus. Oui, parce que on est au mois de mai. Rien d'autre n'est tourné. Rien même n'est encore diffusé. Ça sera prévu à la rentrée. Donc, en gros, vous allez devoir investir à l'aveugle. Ou presque. Parce que quand même, un pilote, c'est pas si aveugle que ça. Mais vous allez devoir sortir de l'argent sur la seule base du pilote
et de la force de conviction des producteurs et des acteurs que vous allez rencontrer. Parce que le studio utilisera tous les stratagèmes possibles pour vous séduire. Et cela inclut de faire déambuler des stars entre les tables où vous déjeunez. Et elles s'assiront à votre table pour vous dire « Alors, vous avez pensé de quoi, de ma série? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus ?» et ainsi de suite. Tout ça parce qu'on en veut à votre argent. La grande tradition des LA Screenings, c'est l'ouverture. Elle est organisée par Disney, qui précède la longue semaine de visionnage. Donc, en ce dimanche après-midi, puisque vous êtes arrivé le samedi, vous prenez la route de Disneyland, le grand parc. Le vrai, celui d'Anaheim, celui des origines. Vous êtes invité dans la section studio du parc d'attractions, où la projection va se dérouler, précédée d'un véritable show. On vous donnera ensuite leur gros catalogue avec toutes leurs nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Plein de sitcoms, bon... Une série juridique avec Sally Fields, The Court, ouais, pour la France, ça ne nous inspire pas trop, ça. Ah, tiens, une série de 12 documentaires produits par Jean-Michel Cousteau, le fils du grand Jacques-Yves, et par un certain James Cameron, qui vient de décrocher un timbal avec Titanic. Ouais, bon, prestigieux, mais vous, quand même, il vous faut de l'efficace. Et d'ailleurs, vous avez bien fait parce que ça ne se réalisera jamais. Et de l'efficace, le voilà en première page du catalogue de Disney. De l'action, du sexe, de l'intrigue. Mystery, intrigue and fast-paced action get a new name. Ah bah ça vous le dit bien, Les responsables montent sur scène, ils vont lancer leur pilote phare de cette séance. Et bien justement, c'est ce programme-là. Ça montre bien leur confiance et leur investissement dans cette nouveauté qui ont pu s'assurer d'une place de choix dans la grille de rentrée de la chaîne ABC le dimanche soir, la soirée la plus suivie. La lumière s'éteint, l'écran s'illumine, l'épisode démarre. La série a pour titre Alias. La jeune Sydney Bristow est une collégienne typique, sans histoire. Elle partage son appart avec sa meilleure amie et elle a un petit ami, bientôt son fiancé, Danny. Sauf que, quand Sydney se rend dans la banque où elle a un travail, elle franchit quelques portes secrètes et comme dans des agents très spéciaux des années 60, elle débarque dans une organisation secrète qui dépend de la CIA, le SD6. Sydney est en fait une agent secret, hyper entraînée, rompue aux techniques de combat, au déguisement et à toutes sortes de technologies. Elle est envoyée dans les missions périlleuses sous les ordres de son chef, Arvin Sloan. Après des bagarres absolument stupéfiantes, elle rentre chez elle comme si de rien n'était, car tout cela doit rester absolument secret. Alors là, non seulement vous, dans votre fauteuil, vous voyez tout le potentiel d'une telle série avec une super espionne très sexy en tant que vedette, mais en plus, vous êtes bluffé parce que la réalisation est franchement époustouflante. C'est bourré d'action et c'est très très bien filmé. Ah, vous comprenez pourquoi Disney met ça en avant, Vous regardez rapidement votre dossier de presse, vous découvrez que le producteur, scénariste, créateur, réalisateur, tout ça, c'est un certain J.J. Abrams. Ce nom vous dit un peu quelque chose. Ah mais oui, ça y est, c'est le mec qui est le showrunner de ce drama pour teenager, la Felicity. Ah là, clairement, ça n'a rien à voir. Et puis, vers le milieu de ce pilote, qui est un peu plus long que les autres, il fait 70 minutes, il y a un coup de théâtre. Danny, le fiancé de Sydney, il se fait tuer. Et c'est l'agence qui emploie Sydney qui en est le responsable. Le secret doit être absolu et Sydney a trahi ce secret en se confiant à son fiancé, scellant donc son arrêt de mort. Bon, c'est quand même un peu radical pour une agence censée dépendre de la CIA. Ils font carrément tuer ceux qui sont au courant de leur existence. C'est chaud, non? Et puis, alors qu'elle est dévastée par le chagrin, Sydney va croiser son père, Jack, qui va la prendre en voiture. Et là, il se révèle être lui aussi un expert en poursuite et en action. Deuxième coup de théâtre, son père, qu'elle connaît très peu en fait, lui apprend que le SD6 pour lequel elle travaille n'est absolument pas une branche secrète de la CIA, mais bien au contraire, une organisation opposée et malveillante qui poursuit un but encore inconnu. Et son père en est lui-même un agent, mais qu'il est aussi agent double pour le compte de la CIA. Ah, d'accord. Là, on est franchement loin de Man from U.N.C.L. et de Honey West, la série des années 60 avec Anne Francis, en espionne bardée de cuir. Donc là, ça devient quand même un peu compliqué. En plus des missions et des scènes d'action, Alias a donc une intrigue étonnante, en continuant de travailler comme si de rien n'était, alors que Sydney sait très bien qu'elle agit pour découvrir les plans de l'ennemi où elle est infiltrée. En plus, il y a cette histoire de famille avec son père, espion lui aussi.
vous avez envie de vous lever, de vous crier, bah oui, banco, j'achète, là, il y a plein de conflits potentiels, c'est nickel. Mais vous gardez la tête froide, car vous n'êtes sans doute pas le seul sur la liste, que vos concurrents sont dans la même salle que vous, et pour éviter qu'ils ne surenchérissent, il faut ne rien laisser paraître. Vous allez donc rencontrer ensuite ce fameux J.J. Abrams pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails sur les origines de ce projet et ce qu'il compte en développer au-delà du pilote. J.J. va donc vous raconter sa passion pour le cinéma de série B, mais de niveau A, comme il dit. En gros, les films de genre qui pourtant étaient produits avec beaucoup de soin, comme par exemple le film de John Landis, Le Loup-garou de Londres, un de ses films favoris. Alias est pour lui l'amalgame de tout ce qu'il aime, qui contient de l'action, des effets spéciaux, de l'émotion, du rire et de l'angoisse. Donc, quand Disney lui a proposé de faire une autre série télé que Felicity, il avait pensé à tout cela, le genre de série très différente des séries policières, médicales ou juridiques qu'on a l'habitude de voir à la télé. Au départ, il a pensé à l'histoire d'un jeune garçon qui menait une double vie, et puis les films de Harry Potter sont arrivés, et donc son idée a été abandonnée. Mais pendant qu'il travaillait sur Felicity, il y pensait encore. Felicity, donc, c'est un soap romantique ado avec Kerry Russell, qui a d'ailleurs fait scandale le jour où elle s'était fait couper les cheveux entre 2 saisons. C'est vous dire le niveau de la série. J.J. ne va pas jeter l'opprobre sur sa propre création, mais il vous confie que pendant une session d'écriture dans la Writer's Room de la saison 3 de Felicity, Abrams lançait « Ah ben ça serait génial si Felicity était en fait recrutée par la CIA et vivait des missions incroyables, se bagarrait et tout et tout. » Bon, c'était un peu une blague, hein, mais l'idée d'une étudiante qui mène une double vie dans un univers d'espionnage, avec tous les secrets que ça implique, ça le fascinait. Ensuite, J.J. va vous confier, parce qu'il est à votre table, vous allez en profiter, 2 choses qui lui tiennent à cœur avec cette série. Et ça commence très bien, histoire de vous convaincre. Au cœur de Alias, le thème central est celui d'une famille dysfonctionnelle. Une famille où tout le monde se cache des choses. Ce qui m'intéresse, c'est cette femme vulnérable, à 2 doigts d'avoir une vie normale, et qui voit tout s'évaporer quand elle dit la vérité à son fiancé. Elle va apprendre d'un coup pour qui elle travaille et qui est son père. Elle va avoir à choisir entre la vérité, qui cause des morts, et les secrets, qui préservent des vies. Et elle va choisir la seconde version. On va jouer vraiment sur les relations d'une fille envers son père et envers sa mère. Et parce qu'il va même vous confier un petit secret qu'il réserve pour la fin de la saison 1. La mère de Sidney n'est pas morte, comme son père le prétend. Mais ça, il faut pas le dire, hein. C'est vraiment pour vous inciter à acheter la série, hein, franchement. Ils savent y faire, les Américains. Donc, ça, c'est quand même bien cool. Développer l'humanité, les conflits dans les personnages, c'est la base d'une bonne série. Ensuite, il va vous dire qu'il tient surtout à l'aspect à suivre de la série, que chaque épisode se terminera au cœur d'une mission de Sidney avec un énorme cliffhanger qui sera ensuite résolu au début de l'épisode suivant. Ça fera des épisodes en 5 actes plutôt que les 4 habituels. Ensuite, chaque épisode a son histoire, hein. Il y a quand même une enquête, une histoire, des rebondissements, etc. Mais le côté feuilletonnant est pour lui très important. Alors, ça, évidemment, à une époque où il n'y avait pas encore le replay, pas de plateforme, rien du tout, ça implique un visionnage sans faille. Mais bon, comme chaque épisode raconte une petite histoire en tant que telle, on va dire que la série a plusieurs points d'entrée pour le spectateur. Et puis, de faire des séries dramatiques qui feuilletonnent, c'est peut-être un peu l'avenir, hein. Et c'est aussi une façon de fidéliser le spectateur d'une autre manière. Et puis, vous allez visionner demain le pilote pour une série qui, elle aussi, se revendique totalement à suivre, semaine après semaine, et sur laquelle vous fondez assez peu d'espoir, ça marchera jamais, hein. Puis il y a un titre pas facile à se souvenir, 24, puis il n'y a pas de grande star, hein, 24, ça dit rien à personne. Justement, pour Alias non plus, il n'y a pas de star. Jennifer Gardner est une inconnue, avec à peine un petit rôle dans Felicity. Mais là, force est de reconnaître qu'elle est absolument époustouflante, mêlant la force et la fragilité. Lors de son audition, elle a totalement convaincu absolument tout le monde qu'elle pouvait incarner toutes les facettes du personnage. En plus, c'est une super jeune femme et tous les autres membres du casting reconnaissent que l'ambiance sur le tournage est vraiment très très cordiale, ce qui est extrêmement nécessaire si on veut mener à bien l'ambition que J.J. s'était donnée, à savoir faire chaque semaine l'équivalent d'un film avec des bagarres, des cascades, des effets spéciaux. Il y a 7 ans, j'ai été recrutée par le SD6 qui m'a été présenté comme une division secrète de la CIA. J'ai appris tout ce qu'un espion doit savoir, y compris de ne jamais révéler ce que je faisais. Je croyais travailler pour les gentils, jusqu'à ce que je parle du SD6 à mon fiancé, et qu'il le fasse tuer.
C'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Le SD6 est précisément l'ennemi que je pensais combattre. Aujourd'hui, je suis un agent double. Je travaille avec la vraie CIA afin d'éliminer le SD6, où mon unique allié est un autre agent double. Un homme que je connais à peine, mon père. Pour le téléfilm pilote, J.J. Abrams avait 10 semaines pour écrire le script, faire le casting, préparer la production. Et le tournage a duré 20 jours. Maintenant que la série est validée, non seulement des décors permanents sont érigés, non loin de chez vous, là, non loin de là, non loin de là où on se trouve actuellement, dans le studio 3, à côté, mais pour maintenir une telle qualité et une telle inventivité, avec une série hebdomadaire, il faut absolument que tous les membres de l'équipe soient avant tout des gens faciles et agréables à vivre. Victor Garber, qui joue le rôle du père de Sidney, Jack, reçoit souvent tout le cast chez lui pour des soirées. Ron Rifkin a reçu, lui, un Grammy Award pour son rôle dans la comédie musicale Cabaret. Michael Vartan, qui est de la même famille que Sylvie Vartan, tient le rôle de l'agent de la CIA qui va servir de liaison à Sidney alors qu'elle continue de travailler au sein du SD6 pour Arvin Sloan. Bradley Cooper est un autre inconnu qui tient le rôle d'un journaliste amoureux de Sidney. Mais cette dernière ne peut pas le laisser approcher de la vérité, de peur que cela mette sa propre vie en danger. Bradley Cooper, vous l'avez déjà vu dans The Street, une série sur des yuppies à Wall Street, et dans la courte mais très ambitieuse version américaine de la série britannique La part du diable. Il est bien, ce Bradley Cooper. Mais pour vous, la vedette, c'est quand même Jennifer Gardner. Pour vous, Star is Born, quand même. Ah oui, et puis il y a aussi Carl Lumbly dans le rôle de l'agent Dixon. Et lui, vous l'adorez. Il a été un super-héros à la télé avant que ça ne devienne la mode, dans une série qui avait pour titre Mantis, une sorte d'Iron Man sur fauteuil roulant. Donc voilà, vous êtes franchement convaincu. Une fois de retour en France, vous attendez tranquillement la rentrée et un peu anxieux, vous observez l'accueil médiatique réservé aux USA à la série qui vous coûte quand même assez cher et que vous avez acheté. Alors voyons. Ça commence bien, Jennifer Gardner est en couverture de TV Guide pour leur numéro spécial de la rentrée. Ça, c'est une marque de confiance. On va dire les choses réellement. En réalité, elle est aussi avec Jill Hennessy et Kim Delaney. Elles sont en couverture toutes les trois femmes sexy pour leur nouvelle série. Les critiques, eux, à l'intérieur du magazine, préfèrent comme série de la rentrée 24, le fameux 24 là, que vous avez vu le lendemain. Entertainment Weekly, alors là c'est franchement pire, il n'y a pas la moindre mention de Alias en couverture. On préfère montrer Buffy et en vignette il y a Smallville et la nouvelle série Star Trek. Oh là là, c'est déprimant. Et quand les audiences tombent, c'est pas le carton non plus quand même. En moyenne, 9 700 000 spectateurs. La série est 55e dans la liste des audiences. Elle est largement battue par des productions plus traditionnelles. Par contre, elle marche très bien auprès d'un public jeune et en plus fidèle. Un public donc désirable pour les annonceurs publicitaires. Et chez vous, ça c'est parfait. Parce que là, ça va assurer son avenir. La Writers' Room que J.J. Abrams réunit pour Alias est légendaire car l'immense majorité des gens qui y travaillent vont devenir célèbres en créant ou produisant films et séries. Mais ça, évidemment, vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas de boule de cristal. Il y a Jeff Pinkner pour Fringe, Alex Kurtzman pour les films Star Trek et les nouvelles séries comme Discovery et Picard, Debra Fischer avec Esprit criminel, Roberto Orci avec Transformers et Hawaii Five-O, J.R. Orci avec Blacklist et Jesse Alexander pour Heroes. Au fur et à mesure que les épisodes vous arrivent en visionnage, vous êtes extrêmement content de la qualité des guest stars de la série, dans des rôles de grands méchants. Il y a Quentin Tarantino dans un double épisode. Il y joue le rôle du sadique McInnes Cole, et il y a même Roger Moore en machiavélique responsable britannique de la branche SD9. Et vers la fin de la première saison, le sinistre Mr. Sark est interprété par David Anders. Vous êtes aussi bluffé par les endroits où la série est censée se dérouler au fil des épisodes. Le Caire, Moscou, Paris. Bon, en fait, c'est des endroits aux alentours des studios à Los Angeles, ou voire même le backlot des studios. Et il y a même à un moment des souterrains qui ont été construits à l'origine pour vraiment relier entre eux les différents studios d'animation de Disney. Il y a un grand hôtel dans les environs, etc., etc. Enfin, tout ça, grâce à la magie des effets spéciaux, hop, ça devient des villes étrangères. Semaine après semaine, la saison se déroule, vous êtes quand même encore bluffé par toutes les révélations. La mère de Sidney, Laura Bristow, qui est morte dans un accident de voiture, était en fait un agent du KGB, infiltré aux États-Unis. Irina Derveko, son mariage avec Jack, qu'elle a séduit, n'était donc qu'un prétexte. Et puis,
quand arrivent les Golden Globes, vous êtes joie, parce que Jennifer Gardner remporte le prix de la meilleure actrice pour une série dramatique face à 7 autres formidables actrices. Écoutez un petit peu justement la liste des actrices. Our category is Best Actress in a TV Series Drama. And here are the deserving nominees. Lorraine Bracco, The Sopranos. Amy Brenneman, Judge and Amy. Edie Falco, The Sopranos. Jennifer Garner, Alias. Lauren Graham, The Gilmore Girls. Marg Helgenberger, CSI Crime Scene Investigation. Seal Award, Once and Again. And the winner is Jennifer Garner, Alias. Thank you. I'm really glad I had the first glass of wine. I'm kind of regretting the second. Thank you, Hollywood Foreign Press. This is an amazing honor. I think the best part about this year is that there are so many amazing roles for women on television. Alors oui, ce qu'elle dit, c'est merci à la Hollywood Foreign Press pour avoir choisi autant de nominés, tant il y a de rôles formidables pour les femmes. Parce que là, il y avait un petit peu plus de nominés que d'habitude. Merci à mes collègues acteurs et actrices. Elle précise, ils sont dans table 126. Table 126. I've often said to J.J. Abrams, the creator of the show, I don't know why you cast me in this role. I don't know why you thought I could do it. I know I was good in Dude, Where's My Car, but seriously? Et J.J. Abrams, je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi. Je sais que j'étais génial dans le film Hey mec, elle est où ma caisse? Mais enfin, bon. Mais ce que vous écrivez, Gigi, c'est franchement génial. I can't thank you enough for believing in me and fighting for me and writing what you write. Par contre, au fil des épisodes que vous voyez, ce qui est quand même un peu dangereux pour séduire un large public, vous, c'est ce qui vous plaît le plus, mais quand même, vous êtes professionnel, vous êtes obligé de le reconnaître, c'est l'histoire au long terme, l'histoire à la suivre avec les prophéties de Rambaldi. Milo Rambaldi est un prophète. Un savant qui est né à Parme en 1444 et il est mort en 46. Mais il laissa des artefacts marqués de son symbole, des codes secrets, des inscriptions mystiques, y compris même dans le générique de la série, et des machines très étranges. Bon, en réalité, Rambaldi, c'est une création absolue, totale et complète de J. Abrams. Le nom provient du responsable des effets spéciaux qui a créé le personnage de E.T. dans le film de Steven Spielberg. Le monsieur s'appelle Carlo Rambaldi. Et le personnage de Rambaldi est, lui, un mix entre Nostradamus et Léonard de Vinci. Dès le pilote, un des artefacts, une des inventions de Milo Rambaldi nous est montré, le Muller Device. Une espèce de moteur un peu étrange, un générateur avec une boule rouge qui est suspendue en état d'antigravité. Et dans le dernier épisode de la saison, Sidney va se trouver face à un Muller Device, mais ce coup-ci gigantesque, qui tient vraiment tout un hangar. Et il va exploser et noyer les souterrains, d'où elle tentera de s'échapper. Il y a aussi ce parchemin qui date d'il y a plus de 500 ans et qui révèle un dessin d'une jeune femme qui ressemble étonnamment à Sidney, et dont la prophétie dit qu'elle réduira en cendres la plus grande des puissances. C'est très intriguant quand même tout ça. Au fil des épisodes où on découvre des artefacts, il y a même une fugace allusion au fait qu'un des personnages semble ne pas avoir vieilli du tout au fil des décennies. Alors c'est très rapide, mais vous évidemment, puisque vous prêtez attention à tous les épisodes, vous vous dites que c'est peut-être un indice. Enfin, dans le dernier épisode de la saison, Sidney se retrouve face à son ennemi, The Man, le monsieur, comme on dit. Et pourtant, on entend une voix féminine. I have waited almost 30 years for this. Ma? Eh ouais, Gigi, vous n'avez pas menti. La mère espionne de Sidney est bien vivante. Ultime coup de théâtre pour la fin de saison. Et cela confirme que Alias n'est pas qu'une simple Walkerette Texas Ranger, mais une histoire de famille encore plus dysfonctionnelle que vous pouviez le penser. C'est
la série ne fait pas des étincelles en audience, elle fait par DDL. En tout cas, elle devient une série très fidélisante pour ses spectateurs, grâce justement aux artefacts de Rambaldi, aux enquêtes du journaliste Will Tippin, qui tente de remonter la source du meurtre du fiancé de Sidney, des secrets de famille, du SD6, etc., etc. Preuve, en septembre 2002, soit un an après le lancement de la série, Jennifer Gardner est, cette fois, en couverture du Entertainment Weekly Fall Preview. Et ni CSI, ni 24, ben non, voilà, toc, c'est elle. Ah, ça vous fait plaisir, hein. L'article fait 6 pages avec des photos géniales. Et la première saison de la série a été nominée 11 fois aux Emmy Awards. Là, quand même, vous dites, j'ai bien choisi. Profil CIA, agent Sidney Bristow. J'y suis, c'est bon. Bristow est agent secret et travaille avec son père Jack Bristow. Tous deux sont des agents doubles de la CIA. Couchez-vous! Je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à se faire confiance. Michael Vaughn, l'agent de liaison de Bristow à la CIA. Mon ange gardien. Sa mission actuelle, infiltrer et détruire le SD6. Organisation secrète spécialisée dans l'espionnage, les extorsions et la vente d'armes qui se fait passer pour une branche de la CIA. Le SD6 a gagné plus de 400 millions de dollars rien qu'en vente d'armes. Arvin Sloan, directeur du SD6. L'intégrité et l'efficacité de cette division nous obligent à sacrifier certaines libertés personnelles. Ici, il ne s'agit pas simplement de couper un bras du monstre, mais de tuer le monstre. La mère de Bristow, ex-membre des services secrets russes, qui s'est récemment livrée à la CIA. Maman? Certains renseignements indiquent qu'elle est peut-être toujours une ennemie des États-Unis. La loyauté de la mère de l'agent Bristow reste incertaine. La saison 2 de la série reprend donc avec Irina Derveko, la mère de Sidney, qui fait son grand retour, incarnée par l'immense actrice Lena Olin, interprète de films comme L'insoutenable légèreté de l'être, Chocolat, Romeo is Bleeding ou les films de Ingmar Bergman. Avoir Lena Olin donne encore plus de légitimité à la série, qui n'est plus du tout perçue comme une espèce de comic book vivant, mais comme une série où les sentiments s'affrontent. Irina a abandonné son mari, sa fille, elle a trahi son pays, elle a tué le père de Vaughn, donc côté instinct maternel, le personnage, c'est pas top. Avec cette saison 2, les articles s'entendent aussi à dire que ça passe ou ça casse. Les audiences, cette saison, doivent absolument remonter. Pour donner un coup de fouet à ce niveau-là, la chaîne ABC va confier à la série une case en or, le soir du Super Bowl. La série qui suivra la retransmission du match, ça sera Alias. Comme il y a généralement plus de 100 millions de spectateurs avec les matchs de Super Bowl, cela fera automatiquement un très grand nombre de gens qui resteront pour découvrir Alias et avec un peu de chance, la suivre dès la semaine suivante. Afin de réussir son coup, TJ va donc produire un épisode spécial à faire tomber tous les fans de football. Dans les premières secondes de l'épisode, Sidney Bristow apparaît en lingerie rouge, avançant au ralenti sur une chanson de AC/DC, une cravache à la main. Non, franchement, plus accrocheur que ça, il n'y a pas. Et ensuite, avec un changement de couleur, elle revient, même scène, mais ce coup-ci avec une lingerie noire. La scène d'action qui suit est absolument stupéfiante. Sidney est en fait dans un avion, le bandit qu'elle tente de coincer veut le payer de sa vie. Non, 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 non! Mais ça, ce n'est que le début. Cet épisode spécial va littéralement faire ce que très peu de séries ont osé faire jusqu'à présent. La relancer de fond en comble. Let's move in. Go, go, go! Dans cet épisode, le SD6 est finalement entièrement détruit. Et avec ses patrons, Arvin Sloan et Monsieur Sark, en fuite. Toujours à la recherche des artefacts de Rambaldi. Tout le monde découvre que Sidney était agent double et Dixon et Marshall, ses collègues, sont engagés à la CIA. Pour satisfaire tous les spectateurs en avis de relations romantiques, Sidney va finalement accorder son cœur à Vaughn et pas à Will. Par contre, on voit que Francine, la coloc de Sidney, est tuée et remplacée par un clone, un double parfait. Donc voilà, grosso modo, c'est l'épisode dans lequel la série se termine, est franchement relancée, mais on ne sait pas où. Phase 1 is complete. Good. Move on to phase 2. L'épisode rebat totalement les cartes et il est franchement explosif.
de quoi convaincre les dizaines de millions de fans du Super Bowl? Eh ben non. Parce que là encore, la série n'a pas de chance. Franchement, le match s'éternise jusqu'à 23h. Quand Alias prend la suite, une énorme partie du public va se coucher. Parce que, même pour certains endroits, il est 23h30. 19% des gens seulement vont rester pour voir l'épisode. Donc ça fait quand même 17 400 000 téléspectateurs, mais c'est bien moins que d'habitude après le Super Bowl. Les guests vont aussi être présents pour cette saison 2. Rutger Hauer, Christian Slater, David Carradine. Le nouveau responsable au FBI, Kendall, est interprété par un certain Terry O'Quinn. Et la grande Faye Dunaway tient le rôle de la responsable de la contre-intelligence, Ariane Kane. Rambaldi, qui a été un peu mis sur la touche en début de saison, revient, lui, en force. Enfin, ses artefacts. Non seulement certains de ces artefacts démontrent comment construire une bombe à neutrons, mais d'autres éléments nous confirment que Rambaldi avait bel et bien percé le secret de la vie éternelle. À la fin de sa saison 2, avec des audiences en berne, Will est assassiné et Sidney livre un combat sans merci au double qui a remplacé Francine et qu'elle est parvenue à démasquer. La bagarre est homérique. Carrément, tout l'appartement de Sidney et donc de Francine est entièrement ravagé par ce combat mano à mano. Quand Sidney se réveille, elle est à Hong Kong. Elle n'a pas le moindre souvenir de ce qui s'est passé après la bagarre. Elle appelle Vaughn, elle appelle la CIA et elle découvre avec horreur que 2 années se sont écoulées, qu'elle avait disparu et que Vaughn s'est marié. Arrive la saison 3, elle marque un changement très important. ABC, le diffuseur d'Alias, a bien fait comprendre qu'avec tous les efforts promotionnels, diffusion d'un épisode après le Super Bowl, les moyens déployés pour la production de la série, l'audience aurait dû absolument remonter. Comme ça n'a pas été franchement le cas, le coup près tombe. Même si la série est une favorite des médias et fonctionne très bien avec un public jeune, il faut lui donner plus d'impact. Donc c'est le feuilletonnant, cette expérimentation que J.J. Abrams défendait bec et ongle. Dès la saison 3, Alias devient une série avec, il y a un fil rouge bien sûr, mais chaque épisode raconte une histoire en tant que telle. En Writer's Room, de nouveaux producteurs arrivent, Josh Appleman et André Nemec, et Bob Orsi et Alex Kurtzman quittent la série. J.J. Abrams devient un peu plus éloigné parce qu'il est occupé sur une nouvelle production, un truc dont vous avez un peu entendu parler par vos copains de la Disney, là, un truc qui s'appelle Lost, mais ça va être un four parce qu'il dépense de l'argent sans compter. C'est donc Jeff Pinkner qui, graduellement, va décider de la suite de la série. Pour vous, en France, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, dès le début, vous aviez très bien assimilé que vous n'alliez pas faire de Alias votre CSI ou votre NCIS avec des épisodes rediffusés à outrance et dans n'importe quel ordre. Alias, c'est un peu votre X-Files de la génération des filles badass. Ça doit le rester. Sidney va bien sûr soupçonner Arvin Sloane d'être à l'origine de ces 2 années d'absence. Will survit à sa blessure. Il connaît maintenant la double vie de Sidney. L'actrice Melissa George tient le rôle de Lorraine, la nouvelle femme de Vaughn, puisqu'il s'est marié pendant ces 2 années. Et pour augmenter le malaise, elle travaille aux côtés de Sidney à la CIA. Et il y a même une nouvelle organisation qui menace la paix, le Covenant. C'est le Covenant qui a capturé et lavé le cerveau de Sidney après son combat d'il y a 2 ans. Elle va cependant faire semblant de travailler pour eux, tout en rapportant ses découvertes à Kendall au FBI. Mais elle va dire avoir tout oublié. Quentin Tarantino fait un retour dans la série, et on y voit même apparaître Isabella Rossellini, David Cronenberg, Paddy Hipton et même Ricky Gervais. Le mystère Rambaldi prend une autre dimension parce que l'ADN de Rambaldi a été conservé dans une caverne secrète pour permettre de faire naître la personne qui entraînera la fin de la civilisation. Le dessin sur le parchemin, vous vous souvenez? Il semblerait que les adorateurs de Rambaldi aient fait une insémination artificielle avec des ovules de Sidney. Vous aussi, vous êtes un peu perturbé par cette histoire, enfin voilà. Au fil de la saison, Lorraine s'avère être un agent double. Elle est amoureuse de Sark et au service du Covenant. Sidney se découvre une demi-sœur, Nadia, née de la liaison entre sa mère et Arvin Sloane. En fait, c'est peut-être même elle, le fameux Passenger, la figure de la prophétie de Rambaldi.
Arrive la 4e saison de Alias et elle va vous poser un souci logistique. Aux États-Unis, plutôt que de commencer à la rentrée 2004, elle sera lancée en janvier 2005, sans aucune interruption jusqu'en mois de mai. Cela veut dire que vous recevrez encore plus tard les épisodes, et pour le doublage et la diffusion en France, ça sera encore un petit peu plus tendu quand même. De plus, tout le monde aux États-Unis reconnaît que la série s'était un peu perdue. La saison précédente, tu parles avec ces histoires d'ovules. Et que les histoires avec Rambaldi ont pris le dessus sur les personnages. Une chose que Gigi, qui était un peu occupé sur le pilote de Lost, ne pouvait pas superviser. Et il promet maintenant de remettre tout ça sur la bonne voie avec la nouvelle saison. C'est donc un peu un retour au commencement pour l'histoire. Tous les personnages intègrent une nouvelle division secrète de la CIA, la APO, Authorized Personnel Only, uniquement gens autorisés, sous la direction de Arvin Sloane, un Arvin Sloane qui est repenti. Donc c'est un peu comme si on repartait au début, Sidney, elle, a découvert à la fin de la saison précédente que son propre père Jack a exécuté sa mère pour la protéger de ses agissements. En fait, en réalité, c'est parce que l'actrice ne comptait pas revenir. Il fallait donc se débarrasser du personnage et trouver une bonne raison. Alors même si Gigi vous dit non, on va revenir au conflit et au personnage, il y a quand même des trucs qui dérapent un petit peu dans cette saison. Là, vous êtes un peu horrifiés parce que Sloane, de son côté, semble avoir un double. Un double qu'on surnomme Arwin Clone, incarné par Joel Grey. Le grand acteur de cabaret qui fait une présence dans Alias. Le lien commence à se faire avec un produit chimique, le Zentium 242, et l'appareil de Muller de la première saison. Vous savez, la grosse boule rouge en état de lévitation. Une des tantes de Sidney, Elena Deverko, est à l'origine d'une expérience grandeur nature à Sovogda et parvient à transformer, écoutez bien, toute la population de Sovogda en fou furieux avec du Zentium et les radiations d'un gigantesque appareil de Muller. Oui, voilà. Mais Sidney, Jack, Irina, Nadia et Vaughn limiteront les dégâts. Nadia va être atteinte à son tour par les radiations et son propre père devra la supprimer. La saison se termine, pour une fois, sur une note un peu optimiste. Oui, il faut bien, parce que là, quand même, vous êtes un peu paumés dans tout ça. Sidney et Vaughn ont décidé d'être ensemble et ils partent pour Santa Barbara en voiture. Mais, sur le chemin, Vaughn décide de dire toute la vérité à Sidney. Et là, il commence par lui dire que, en fait, son nom n'est pas Michael Vaughn. Wait, I don't understand, Vaughn. What are you telling me? Well, for starters, my name isn't Michael Vaughn. Eh ouais, boum, accident. La saison 5 de la série commence en septembre 2005 et le tournage va s'interrompre de décembre à avril parce que Jennifer Gardner va donner naissance à un bébé. Cela signifie que les épisodes vont vous parvenir au compte-gouttes, mais aussi que cette saison sera la dernière de la série. C'est en tout cas ce qui est annoncé à la fin de l'année. L'idée de revitaliser la série avec des nouveaux agents de l'APO, interprétés par Balthazar Getty et Rachel Nichols, va être sans effet. Et la française, Élodie Bouchez, va tenir le rôle de Renée. Ah là voilà, une française. L'occasion est trop belle. Une française dans Alias, vous allez donc lui demander de faire part aux journalistes de son expérience sur le tournage de la série. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui au fait de tourner dans Alias ou de tourner dans une série américaine? Plein de choses. Déjà, ce qui m'a totalement touchée et flattée, ça a été d'être, pressentie et désirée pour participer à cette série. Je trouvais que c'était quelque chose de complètement incongru, d'assez incroyable, d'imaginer que cette équipe là-bas au fin fond des studios Disney à Los Angeles connaissait très bien mon travail. Pour avoir vu des films comme Les Roseaux Sauvages ou La vie rêvée des anges. Oui, voilà, ce sont des films qui sont quand même un peu à l'opposé. Bon, il y a Surprise de Nice, mais tout de même qui sont un peu à l'opposé du côté James Bond, girl, action, aventure d'Alias. Évidemment, qu'est-ce qui les a fait tilter? C'est votre talent, d'accord, mais alors, je comprends que ça puisse paraître surprenant et étonnant en tout cas. Oui, en fait, ils m'ont expliqué qu'ils avaient envie d'une actrice qui eux considèrent comme une bonne actrice, donc capable de pouvoir endosser plein de personnages différents, comme c'est un petit peu
le sujet de cette série, d'usurper des identités, de passer d'un look à un autre et tout ça. Je me disais que personne en France m'aurait proposé de participer à comme ça une série qui soit autant dédicacée à l'action, aux cascades. Et eux, en fait, considérant que j'étais une bonne actrice, ils pensaient que je pouvais endosser n'importe quel rôle et me fondre dans n'importe quel univers. Donc j'ai trouvé ça très stimulant, en fait. Et puis voilà, au départ, c'est vrai que j'y ai pas trop cru. Je me suis dit, bon, ils doivent ratisser large comme ça, ils cherchent une actrice européenne. Voilà, et puis très vite, en fait, l'offre s'est confirmée et affirmée. Et très vite aussi, j'ai compris que c'était pas un guest dans 1 ou 2 épisodes, parce que c'est ça, dans un second temps, que j'ai cru, en fait. Et que, en fait, non, ils avaient envie de faire vivre quand même ce personnage comme ça tout au long de la dernière saison. Donc ils m'ont comme ça tracé les grandes lignes de ce personnage en m'expliquant justement que c'était un personnage qui s'était fait tout seul, c'était quelqu'un qui devait venir de la rue, mais qui pouvait être capable justement de changer d'identité, de se fondre dans une soirée mondaine ou d'être avec des junkies dans la rue. Et c'était un personnage trouble. On ne savait pas si ultimement il serait bon ou mauvais, mais qui allait avoir une étroite relation avec Sydney parce qu'elle pensait que c'était un personnage qui pouvait aider à faire avancer l'intrigue, en fait. Quels sont les autres moments du tournage, quels sont les autres moments de vie de ce tournage qui vous ont impressionné, qui vous ont fasciné, qui vous ont intéressé? Donc c'est ce rythme auquel il a fallu que je me fasse très vite, de monter comme ça dans ce train en marche à grande vitesse et de sentir vraiment cette confiance qu'il m'avait donnée, et le fait qu'il considérait que j'étais tout à fait capable d'endosser ce rythme, l'anglais, ces cascades, enfin tout ça. Et donc on est toujours sur le qui-vive, c'est-à-dire que on est quand même, ce qui est assez intéressant, c'est enfin moi la première, mais même eux qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, sont toujours ébahis devant une cascade impressionnante, comme elles le sont toutes d'ailleurs, d'un mec qui va me doubler en sautant du 3e étage en feu, devant casser une vitre et atterrir sur un camion. Ils sont pas blasés du tout. Ils sont pas blasés, c'est-à-dire qu'on est tous là vendredi soir à 3h du matin à regarder ça avec des yeux grands comme ça. Enfin, et c'est beaucoup comme ça, en fait, le show. On sent, enfin moi j'ai senti que j'étais avec des gens très stimulés, très qui sont pas du tout lassés, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Ayant survécu à l'accident, Vaughn avoue s'appeler en réalité André Michaud. Il enquêtait sur une société Prophet 5, mais apparemment, il va se faire abattre par un des tueurs de l'organisation. Enfin, apparemment seulement, hein. Dans Alias, personne ne meurt vraiment. Sloan parvient à faire revivre sa fille Nadia, mais cela ne durera qu'un court moment. Durant toute la saison, ce sont des personnages de la série qui reviendront de façon très épisodique, comme Bradley Cooper, qui reprendra le temps d'un épisode son rôle de Will. Ça sera justement pour le 100e épisode que toute l'équipe va célébrer, alors que la série touche à sa fin. Dans le dernier épisode de la série, Sloan se voit récompensé pour sa quête pour les artefacts de Rambaldi. Ça y est, il les a tous réunis. Il a maintenant accès à l'immortalité. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Jack va l'enterrer vivant dans une caverne et va lui-même se sacrifier dans l'opération. Donc, immortel, enterré vivant, c'est pas top. Et on arrive à la scène de la plage. Le final parfait pour Sydney et Vaughn. Enfin serein, fondant une vraie famille, loin des trahisons et des secrets de ces dernières années. Leur propre fille semble d'ailleurs avoir des prédispositions pour devenir elle aussi une excellente espionne. Tous les participants de la série, des années plus tard, diront encore et encore que la camaraderie qui régnait sur le tournage était d'un niveau qu'ils n'ont jamais vécu depuis.
Michael Vartan va jusqu'à dire que en 30 ans de métier, c'était sa plus formidable expérience humaine, la plus formidable expérience qu'il ait pu vivre. Bon, vous pouvez pas prétendre avoir toujours tout compris. De Rambaldi, des circonvolutions pour les intrigues, des personnages, de leurs clones. Mais vous êtes très fiers d'avoir eu le coup de cœur pour Alias parce que elle a fait rentrer les séries dans une autre ère. Une ère qui donne lieu à des Lost, des Heroes, d'autres séries qui ont changé le spectre de la narration habituelle d'une production grand public. La preuve, Sydney, son 4 suites et sa perruque rouge. D'ailleurs, une couleur qui a été empruntée à une étudiante qui passait par là et qui s'était fait une teinture et qui a donc autorisé les producteurs, des inconnus, à lui couper une petite mèche de cheveux pour avoir exactement la couleur qu'il voulait. La perruque rouge, donc, était en couverture du premier numéro d'un grand magazine entièrement consacré aux séries. Et il y avait des affiches partout. Vous devez la voir dans un coin d'ailleurs, ce magazine. Depuis Alias, Jennifer Gardner, qui avait 28 ans au moment où elle passait son audition, a été Elektra dans Daredevil avec Ben Affleck et dans son propre film, unanimement pas apprécié. Elle est revenue récemment dans Love, Simon, le film autobiographique de Claire Bellanti. Vous savez, c'est le super producteur télé en charge des séries de la Roverse. Et dans Camping, la nouvelle comédie dramatique de HBO. Vous continuez à suivre celle qui vous a tant marqué quand Disney vous a présenté sa nouvelle série phare en 2001, avec cette espionne qui portait des perruques très voyantes, genre rouge flamboyant ou pourpre. Les coups de cœur, vous savez, ça ne s'efface pas comme ça. La semaine prochaine, je vous parlerai de rien. Enfin, d'une série sur rien. A show about nothing. Nothing. Quoique quand même, une série qui a, encore une fois, révolutionné les sitcoms. Comme d'autres avant et comme d'autres après. La semaine prochaine, on explorera ensemble Seinfeld. Ce podcast est à écouter sur les plateformes Podcast Addict, Deezer et Apple.